C'est le journal du télétravail. Il y a 2 ans, le télétravail, beaucoup pensaient que ça allait s'arrêter le 11 mai, jour du grand déconfinement annoncé et prévu par le gouvernement. Sauf que ce télétravail de crise, imposé en urgence en mars 2020, a finalement continué au gré des confinements et mesures sanitaires plus ou moins restrictives. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises commencent à se dire que la surproductivité enregistrée au début s'émousse un peu. Beaucoup de salariés, eux, peinent à trouver un rythme satisfaisant. La flexibilité tant appréciée n'est pas de mise partout et le mode hybride reste surtout un grand flou pour une majorité. Alors, comment passer d'un télétravail de crise à un télétravail durable ? C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. 2 ans après le premier déconfinement, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Comment installer durablement le télétravail et le mode hybride ? Et faut-il d'ailleurs vraiment le faire ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Nelly Magret et Janine Roncati, toutes les deux coachs et conseillères en ressources humaines qui ont signé 2 ouvrages sur le télétravail, parus récemment aux éditions First, Le télétravail pour les nuls et plus récemment du télétravail de crise au télétravail durable justement. Bonjour. Bonjour. Question assez simple pour commencer. Qu'est-ce qui pour vous différencie le télétravail de crise du télétravail durable ? Le télétravail de crise, c'est ce que l'on a observé effectivement pendant ces presque 2 années, c'est-à-dire une réponse à une crise et notamment la nécessité de maintenir l'activité dès lors que c'était possible de télétravailler. Et ça s'est fait au départ avec beaucoup de difficultés, dans la précipitation, sans organisation, sans anticipation. Et au final, au bout de 2 ans, les choses se sont mises en place, effectivement avec un lot de satisfaction, mais aussi beaucoup de déconvenus, on va dire. Et donc, l'idée de parler de télétravail durable, c'est de se dire qu'après cette crise, qu'est-ce qui nécessite d'être ajusté, revu, pour que ce soit un télétravail qui dure à la fois dans le temps, évidemment, et qui s'inscrive dans cette nécessité d'un travail, d'un mode de travail qui aujourd'hui est appelé mode de travail hybride. Alors vous dites nécessité, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se poser la question et pourquoi est-ce que ça devient nécessaire pour les entreprises de réfléchir à du télétravail durable ? Alors, ça devient nécessaire de réfléchir à du télétravail durable parce que cette expérience du télétravail a beaucoup plu aux salariés et on voit aujourd'hui beaucoup de salariés qui ont envie de continuer avec ce mode de travail qui est beaucoup plus flexible. Donc déjà, effectivement, ça répond à une attente maintenant des collaborateurs et effectivement, ça semble aujourd'hui très difficile d'imaginer pour une entreprise de revenir en arrière là-dessus, même si certaines ont la tentation de le faire, parce qu'effectivement, il y a des déconvenus, comme le disait Janine tout à l'heure, mais très sincèrement, ça va être impossible de revenir complètement en arrière, lié à ce bien-être qui a été ressenti par les salariés, même si les conditions du télétravail de crise n'étaient pas vraiment des conditions idéales pour travailler, et effectivement, qui ne doivent surtout pas durer. Alors ça, on va revenir peut-être sur les différences, mais qui est aujourd'hui le plus demandeur de ce télétravail durable ? C'est les salariés, comme vous le suggérez, ou les entreprises ? Les entreprises n'y sont-elles pas plutôt forcées qu'autre chose ? Alors oui, vous avez tout à fait raison de dire que les entreprises, entre guillemets, ils sont forcées. En tout cas, c'est pas tellement qu'elles sont forcées, mais face à cette demande, c'est-à-dire que ce télétravail qui a été expérimenté pendant cette période de crise, effectivement, a fait au départ des malheureux, et puis dans la durée, ça a finalement fait une majorité d'heureux. Mais ce que disait Nelly justement juste avant, c'est que dans cette période-là, compte tenu du contexte de mise en place de ce télétravail, il y a un certain nombre de dérives qui ont été observées. En tout cas, nous, on a été très sensibles à ça, puisque ça faisait 10 ans déjà qu'on mettait en place le télétravail dans les entreprises. Donc, on a été sensibles à ces dérives. Des dérives comme un engagement, un surinvestissement ou un sous-investissement, un sous-engagement, la confidentialité des données. Il y a eu un certain nombre de dérives qui font que les entreprises, aujourd'hui, veulent effectivement répondre aux souhaits de leurs salariés pour répondre à leur demande de bien-être au travail et donc de répondre à cette demande de télétravail, mais en même temps, elles veulent réfléchir à comment mettre un cadre dans cette flexibilité pour pouvoir justement éviter ces dérives. Alors justement, si on veut commencer à penser à ce télétravail sur un mode durable,
Quelles sont les bonnes questions à se poser côté entreprise pour démarrer et pour commencer à dessiner ce cadre si on ne l'a pas encore fait? Alors, une des bonnes questions, c'est déjà la durée du télétravail, dans ce travail hybride. La durée, le rythme, c'est-à-dire quelle fréquence? C'est la quotité, ce qu'on appelle la quotité, effectivement, le nombre de jours par semaine, hein, pour être encore plus Mmh. simple. Effectivement, dans la période de crise, il n'y a pas eu à réfléchir à cette quotité puisque c'était le plus possible du télétravail et si c'était possible, 5 jours sur 5. Mmh. Là, pour un télétravail, enfin pour un travail hybride durable, il faut vraiment réfléchir à cet équilibre entre le nombre de jours en télétravail et le nombre de jours en présentiel. Nous, bien avant la crise, déjà, ce qui était évoqué, c'était maximum, enfin, allez, on va dire 3 jours par semaine, mais dans l'idéal 2 jours par semaine. Et on voit que petit à petit, les entreprises qui Mmh. veulent mettre en place un télétravail durable se rapprochent de ces 2 jours par semaine, même s'il y a eu la tentation à un moment donné de se dire, mais en fait, peut-être que tout peut se faire en télétravail et les 5 jours peuvent être maintenus. On voit bien que en maintenant ces 5 jours de télétravail par semaine, il y a beaucoup de choses qui sont perdues pour le salarié, mais également pour l'entreprise. Tout ce qui est collectif, tout ce qui est créativité en collectif, tout ce qui est sentiment d'appartenance à l'entreprise. Il y a plein de choses qui sont perdues et si effectivement on n'a pas cette réflexion sur le nombre de jours maximum à absorber en télétravail, le télétravail ne pourra pas durer. Alors, au-delà de la question, des jours, du rythme ou de la quantité, quelles sont les questions qu'il faut se poser en termes, par exemple, de management, et d'organisation? Vous dites notamment, vous, que le télétravail, c'est pas juste du travail, à distance, donc c'est pas juste une question de où on est et combien de temps on est, à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc à quoi il faut être attentif, particulièrement? Alors, effectivement, il y a une chose à laquelle il faut être particulièrement attentif, c'est ce que vient de dire Nelly, c'est-à-dire ce Mmh. collectif, c'est-à-dire ce lien social, ça a été une des dérives aussi, évidemment, pendant cette période de crise, c'est que le lien social s'est dilété, le sentiment d'appartenance également s'est émoussé, et donc le rôle de l'entreprise et des managers, c'est de recréer ce collectif ou en tout cas de le repenser différemment. C'est-à-dire que, comme vous le dites très bien, l'idée c'est pas de revenir au bureau pour faire la même chose que ce que je fais à la maison, c'est-à-dire Mmh. les tâches que je peux faire chez moi comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. L'idée c'est que je viens au bureau pour faire quelque chose avec les autres. Donc il faut que le manager réinvente ou en tout cas réinstille beaucoup de collectifs dans ces moments présentiels. Ça peut être la co-construction, beaucoup de co-construction à mettre en place, partager des moments, des expériences, des pratiques pour que chacun s'enrichisse de l'expérience de l'autre. Donc tous ces moments, ce co qu'on utilise beaucoup, hein, on est dans l'ère du co, Mmh. mais effectivement, ça va être la responsabilité du manager de recréer ce collectif. Puisqu'on parle de un mot dont on a beaucoup entendu parler aussi ces dernières années, c'est le coworking. On imaginait, chez beaucoup d'entreprises en tout cas, pouvoir se passer, de bureaux, réduire les surfaces, des sièges sociaux, avoir recours à des tiers-lieux, à ce coworking donc, avec le télétravail. On a l'impression que certains en reviennent un peu, que finalement, en 2 ans, beaucoup d'entreprises n'ont pas, totalement, laissé les mètres carrés, à l'abandon, mais ont cherché de nouvelles façons de les réinvestir. Quel est vous votre, point de vue là-dessus, sur ce bureau, sa fonction et ce mirage de pouvoir, réduire, considérablement les mètres carrés grâce au télétravail? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on en est un peu revenu? Le mot considérable est peut-être en trop dans la question. Effectivement, il y aura moins besoin d'espace et l'espace qui existe malgré tout devra être un espace re-réfléchi, reconsidéré, et Mmh. effectivement avec d'autres activités. Alors le bureau individuel avec le cadre et la photo de la famille sur la table est peut-être révolu, ça c'est à peu près sûr. En tout cas, c'est sûr que l'espace va être réfléchi différemment. Après, le coworking, oui, le coworking, il a un sens parce que tout le monde, souvent on associe le télétravail au travail chez soi, mais il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas travailler de chez elles Mmh. pour diverses raisons, hein. Et effectivement, le coworking donc a tout son sens et en même temps, enfin l'engouement pour beaucoup de personnes de travailler de chez elles va exister aussi. Enfin, Mmh. il y a ces deux éléments-là. Alors après, il faut proposer, je dirais, des diverses options aux personnes et qu'elles puissent choisir au milieu de tout ça, quoi. Alors, on a évoqué, ce qui était important à mettre en œuvre. On parlait aussi des éventuels pièges et dérives, du télétravail. Quels sont ces pièges qui peuvent exister dans un télétravail qui serait durable?
au-delà du délitement du collectif évidemment et d'une certaine perte de sens quand on est trop à distance. Alors, effectivement, ces 2 éléments-là que vous venez de dire sont extrêmement importants. Le télétravail, pour qu'il soit durable, la quotité doit être maîtrisée et non pas de manière mathématique. Par exemple, moi, je suis tous les mardis et tous les jeudis en télétravail. Et donc, j'ai un certain nombre de collègues qui le sont également. Ça veut dire que ces personnes-là, je ne les vois jamais quand moi, je vais au bureau. Donc, l'idée, c'est aussi pour que ce soit durable, Mmh. c'est que effectivement on pense à mixer ces journées de télétravail, ce présentiel, pour que tout le monde dans l'équipe puisse se croiser et se voir. D'où l'idée aussi d'imposer une journée en présentiel pour tout le monde. C'est la solution finalement la plus simple pour avoir autour de la table et en présentiel et faire ces moments de collectif pendant cette journée-là. Mmh. Autre chose qui est extrêmement important, nous, c'est le sujet de la santé au travail. Mmh. Un des risques pour la santé, c'est notamment tout ce qui est finalement conséquence sur le physique. La fatigue oculaire, les troubles musculo-squelettiques, parce qu'on a vu un tas de choses. Hein. On s'assoit sur sa table de salon, on est allongé dans son lit, on n'a pas son espace dédié. Même si ça a été répété, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez dit le désengagement, hein, aujourd'hui on parle de burn-out, on connaît bien le burn-out, mais on connaît moins le brown-out. Le brown-out, c'est finalement ce sentiment de ne plus être engagé, de ne plus avoir envie de s'engager. Et ça a été peut-être un petit peu silencieux pendant des mois, mais on commence à percevoir, et vous l'avez très bien dit en introduction tout à l'heure, c'est que la productivité que l'on avait vue flamber est peut-être moins au rendez-vous aujourd'hui. Et ça, sans doute, c'est une des raisons, c'est qu'on se sent moins engagé, ce sentiment d'appartenance a besoin d'être nourri. Une culture d'entreprise à distance, c'est pas simple, donc ça nécessite d'être pensé, réfléchi et animé par le management. Une question, également, qui peut-être a été un peu laissée sous le tapis pendant 2 ans puisque l'économie était chahutée, c'est celui, des embauches et des nouvelles arrivées. Est-ce que dans un télétravail durable, une nouvelle recrue peut plus facilement trouver sa place et comment, demain, imaginer, d'intégrer plus facilement de nouveaux collaborateurs, de transmettre aussi, une expérience, quand, un plus ancien s'en va, et qu'il est remplacé? Comment, vous, dans votre vision du télétravail durable, imaginez-vous, ce recrutement et cette intégration de nouveaux talents demain? Alors déjà, nous, ce qu'on préconise, c'est que le nouveau qui vient de rentrer dans une entreprise, pendant au moins 6 mois, il ne télétravaille pas. Mmh. C'est assez radical. C'est un conseil. Donc après, c'est un conseil effectivement qui s'appuie sur des arguments, on va dire, hein, parce qu'effectivement, quand vous rentrez dans une entreprise, Mmh. il y a plein de choses que vous devez apprendre, et apprendre à distance, c'est quand même plus compliqué. Il y a aussi le sentiment d'appartenance à l'entreprise Mmh. qui est plus difficile à construire quand même à distance qu'en présentiel. Donc c'est un conseil qu'on donne. C'est pas du tout un ordre, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas forcément et effectivement, on comprend bien quel est l'enjeu et on voit bien que la difficulté qu'ont certains à démarrer et que certains ont eu à démarrer un nouveau job, notamment pendant les périodes de confinement. Oui, beaucoup plus difficile évidemment quand vous êtes à distance, ce qui signifie que les personnes qui transmettent justement leur savoir, aussi important qu'elles soient là pour transmettre en présentiel le savoir aux jeunes qui viennent d'arriver. Mhm. Et effectivement, alors après, les entreprises de toute façon, elles vont avoir besoin de retenir les talents aussi en proposant du télétravail. On voit de plus en plus de jeunes, Mhm. de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, hein, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail et qui ont envie de le conserver, ont à un moment donné vont choisir aussi les entreprises parce que les entreprises vont leur permettre de télétravailler. Donc il y a ces deux éléments là sur l'attirance, enfin la capacité à attirer les talents, la capacité à les garder et autre volet, donc la capacité à les intégrer de manière qualitative. Pour terminer, chacune un conseil qu'on pourrait donner aux DRH et aux employeurs qui nous écoutent s'ils veulent vraiment installer le télétravail dans la durée avec succès. Il y a un premier conseil qui me vient évidemment assez spontanément, c'est d'accompagner les managers, Mhm. notamment les managers, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'assez
je dirais douloureux, le mot est fort, mais quand même, c'est-à-dire que tout d'un coup, on leur a enlevé toutes leurs équipes, les équipes sont parties en télétravail, ils se sont retrouvés à animer des équipes à distance sans l'avoir jamais expérimenté, avec des outils qui n'étaient pas là, bref, ça a été vraiment une épreuve pour eux. Ils ont réussi, ils ont vraiment relevé le défi parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement les objectifs étaient atteints, les résultats étaient là. Ils ont même pu voir des comportements nouveaux chez leurs collaborateurs qu'ils ne connaissaient pas ou des compétences nouvelles qu'ils ont développées. Et donc ils ont compris que l'autonomie était là, mais avec le retour au bureau, ce travail hybride, c'est encore quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est pas que les managers pensent que c'est une chose acquise ou en tout cas que c'est une chose facile, puisqu'ils l'ont vécu, ils l'ont traversé pendant la crise, mais au fond, c'est quelque chose qu'ils doivent réinventer, ils doivent développer des nouvelles compétences ou en tout cas renforcer certaines compétences. Et je pense qu'un accompagnement, voilà, ça c'est mon premier conseil. Toi, Nelly ? Oui, moi je pense aux collaborateurs, toujours avoir à l'esprit que, alors le télétravail, effectivement, il y a eu un pas énorme qui a été fait grâce au confinement, grâce à la crise sanitaire. Il faut bien qu'elle ait quelques avantages, cette crise sanitaire. Les collaborateurs, s'ils veulent que le télétravail puisse durer, gardez toujours à l'esprit la priorité au fonctionnement du service. Parfois, on peut avoir une journée télétravaillée qui est prévue et se rendre compte qu'au final, elle ne peut pas être maintenue. Plutôt que de vouloir la maintenir coûte que coûte, privilégier les résultats parce que c'est ça qui permettra aux managers ensuite de faire du télétravail quelque chose de durable dans l'équipe, en fait. Merci beaucoup Nelly Magré et Janine Roncati. Je rappelle que vous êtes toutes les deux coachs et conseillères en ressources humaines, que vous avez signé 2 ouvrages sur le télétravail parus aux éditions First, Le télétravail pour les nuls et plus récemment Du télétravail de crise au télétravail durable. Nous mettrons un lien vers la présentation de ces 2 ouvrages à la fin du descriptif de cet épisode dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. Le journal du télétravail se prolonge aussi dans les pages du magazine Management, tous les 2 mois en kiosque et sur le site capital.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.